En remontant la vallée du Rhône sur la rive droite du fleuve, au-dessus de Sierre et Salkenen, dans des temps très anciens, une très grosse partie de la montagne s'est massivement détachée pour dégringoler jusque dans la plaine. J'ai entouré d'un trait rouge l'immensité de la surface arrachée. Rien à voir avec ce que l'on connaît des éboulements récents, comme par exemple Randa dans la vallée de Saint-Nicolas près de Zermatt. Là, c'est 15 millions de mètres cubes sur 600 mètres de dénivellation. L'éboulement de Sierre présente des chiffres bien plus impressionnants. Épaisseur 200 mètres. Surface d'arrachage 5,5 km², soit 5,5 milliards de mètres cubes, soit 360 fois plus que Randa. Transport en plaine sur 12 km, soit jusqu'à Groene, autrement dit une surface de 24 km². On estime que cet événement s'est produit environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. En tous les cas, les pièces de bois découvertes lors du creusement de la galerie CFF entre Salkenen et la Soust et qui sont postérieures à cet événement ont une datation d'environ 8600 ans par les techniques combinées du carbone 14 et de la dendrochronologie. Cette dernière technique est basée sur la notion que le bois fait chaque année, si les conditions sont correctes, une double croissance printanière et automnale, décrivant ainsi des cercles concentriques d'épaisseur variée que l'on peut compter pour connaître son âge et quantifier pour connaître le climat de cette période. Mais comment expliquer un tel phénomène difficilement imaginable aujourd'hui? Sur le schéma ici présent, on voit que le glacier de la vallée du Rhône exerce une forte pression sur les flancs des montagnes qui, malgré des fissures profondes dues au mouvement des plaques tectoniques, au tremblement de terre et à l'infiltration des eaux, ne peuvent se détacher de leur base. Lorsque le glacier a fondu, les fissures deviennent des failles et la roche devient instable pour finir par glisser le long de la pente et remplir le fond de la vallée avant d'être peu à peu érodée par le Rhône et ses rivières adjacentes, cherchant un chemin pour continuer à descendre en direction de la mer. Voici une petite animation essayant d'expliquer ce qui s'est produit lors de ce cataclysme. Ces 5,5 milliards de mètres cubes de roches sont descendus jusqu'en plaine avec une très grande vitesse vu la masse, ont recouvert le bois de Finge à l'est, la plaine du Rhône à l'ouest jusqu'à Groene. La présence d'un lac est attestée par la découverte de sédiments lacustres sur les collines du bois de Finge, mais aussi sur celles autour de Sierre. Selon certains, ce serait dû à cet éboulement, selon d'autres à l'arrivée en plaine ultérieurement du glacier d'Anniviers qui aurait obstrué toute la vallée. Une autre incertitude est de savoir comment les blocs de l'éboulement ont pu arriver jusqu'à Groene. Est-ce par la seule force de gravité ou est-ce que l'éboulement est arrivé sur un glacier qui a lui-même véhiculé ce matériel loin de son point de chute? Peu à peu, les glaciers ont à nouveau fondu. Les cours d'eau ont érodé cette masse éboulée, permettant de vider le lac, ne laissant dans cette plaine que des collines isolées, aplaties, faites d'un mélange de roches de taille très variable, de gravier et de sable plus ou moins compacts. Le Rhône, qui vagabonda longtemps sur les lieux, transforma cette zone en marécage. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la plaine fut définitivement assainie. Les relevés géologiques ont permis de réaliser une esquisse tectonique de la région, nous montrant les zones encore concernées par l'éboulement tardiglaciaire de Sierre. Ce sont les plages blanches à pois noirs. Grâce à ces repères, nous pourrons visiter ultérieurement certains de ces lieux dans ce reportage. Laissons parler M. Marcel Bury,
ancien professeur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Lausanne et ancien directeur du musée de géologie de la même ville. Alors on se trouve maintenant un petit peu en amont de Sierre, en face d'un grand vignoble. Alors il y a une dalle traversée par deux bis qui sont bien visibles, soulignés par la végétation qu'ils entretiennent. Au-dessus de la dalle, il y a une zone de forêt qui est traversée par des grands couloirs actuellement enneigés. Et au-dessus de ces couloirs, il y a une falaise. Cette falaise, c'est la niche d'arrachement d'où est parti un énorme éboulement dont la masse maintenant représente la base du versant, le vignoble principalement, et les collines de la région de la forêt de Finge. Alors un trait assez caractéristique de ce paysage, c'est la gorge de la Raspille qui est entaillée dans cette masse de glissement. Il est très probable qu'avant d'avoir entaillé cette gorge, la Raspille descendait dans une petite vallée qui débouchait sur la dépression où se trouve maintenant le village de Miège. Les gros blocs visibles dans la colline de Ravouire et dans la gorge de la Raspille ne sont pas des blocs de l'éboulement, mais un conglomérat qui résulte de la cimentation d'une partie graveleuse de l'éboulement dans laquelle les eaux ont circulé facilement, abandonnant le carbonate de calcium qu'elle véhiculait. Ces gros blocs existent aussi bien visibles dans la gorge de la Raspille, où des gros blocs ont protégé de l'érosion le matériel meuble, donnant des pyramides, le même phénomène que les pyramides de Zaigne en fait. Dans certaines collines, on n'a pas ces blocs, comme dans la colline de Ravire. Le matériel a été complètement trituré. C'est le cas par exemple dans la colline de Planzette et dans la colline de Poncel ou celle de Géronde. De la colline de Planzette, on voit bien l'origine arrondie de ces collines. Vous avez le cœur de la colline ici, qui est du matériel de l'éboulement, jusqu'au sommet, où il y a quelques blocs qui affleurent. Et puis sur les bords, à gauche et à droite, il y a du matériel qui a été pris sur l'éboulement et qui colmate en quelque sorte les dépressions autour de ce cœur de l'éboulement. La colline de Géronde présente une caractéristique particulière, c'est celle d'abord, en son sommet, un replat sur lequel est installé le couveau. Ce replat pose un problème qui n'est pas encore résolu. Le gros de la masse éboulée est resté au pied du versant et constitue actuellement toutes les collines de la forêt de Finge. On voit bien le village de Salkenen au milieu de ces vignes, et ces vignes qui montent jusqu'à la dalle sur laquelle le glissement est descendu. La plupart des collines de Finge sont arrondies, ce qui est aussi un des problèmes qu'on va aborder incessamment. Sur ces collines arrondies, il y a souvent un sédiment très fin, sableux, qu'on appelle du leu, qui peut être déposé par le vent, mais qui peut aussi être un dépôt d'une rivière, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Alors cette couche de limon, un peu jaunâtre, on peut la voir dans des coupes naturelles que le Rhône a taillées dans la masse des collines. C'est une couche peu épaisse qui coiffe la colline. Ces limons jaunâtres peuvent avoir été déposés par le fleuve, le Rhône, qui a roulé une fois à la hauteur des collines, peuvent aussi avoir été déposés par le vent, dans quel cas on appelle ça un leus. Voilà, alors cette petite gravière montre deux choses. Elle a éventré une colline, et on voit que le cœur de cette colline, il est fait du matériel éboulé. Et puis à la périphérie de cette colline, dans le bas de la pente, il y a des couches un peu jaunâtres et qui sont inclinées. Et ces couches inclinées qui enrobent la colline, c'est des sédiments qui sont lacustres. Donc ça montre qu'une fois, il y a eu un lac qui a été plus haut que le niveau actuel. Ça c'est le matériel de l'éboulement. On voit d'ailleurs que les couches originales sont en partie conservées. Donc c'est une partie de l'éboulement où les roches n'ont pas été très triturées. Pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure qui était complètement triturée. Ici, vous voyez, on devine encore une stratification. Ouais. C'est la même stratification que dans la roche en place. La stratification qu'on observe là est originale.
le plissement, l'ondulation pourrait être aussi originale, mais elle peut aussi provenir des contraintes qui sont exercées sur les couches lors de la mise en place de l'éboulement. Alors vous voyez, ce matériel qu'on considère comme lacustre, il n'est pas sans rappeler les limons jaunes qu'on a vus précédemment, simplement il est mélangé à du matériel plus grossier et puis à des fragments de feuilles, du matériel charbonneux. Mais c'est du matériel qui est en principe déposé dans un lac. Oui, alors là vous avez une pierre particulièrement grosse qui est un élément de l'éboulement. Et cette pierre elle est fendue en deux. Et quand j'étais gamin, qu'on courait par là, on nous racontait qu'il y avait un brigand qui avait voulu tuer un enfant et qu'il avait pris par les pieds et frappé contre la pierre. Et c'est la pierre qui s'est fendue et le gamin a été épargné. Quel automobiliste ne s'est pas posé la question de l'origine de ces curieuses collines qui parsèment le fond de la vallée du Rhône entre Sierre et Grosne. Culminant à 40 à 80 mètres au-dessus de la plaine, elles sont parfois à l'état naturel avec des arbres et des falaises abruptes, souvent couvertes de vignes et parfois urbanisées. Voilà, alors ici c'est une colline qui se trouve près de l'agglomération de Granges, c'est-à-dire environ 15 km en aval de la niche d'arrachement d'où l'éboulement est parti. L'ouverture de cette colline l'ouverture fraîche, montre bien au sommet une couche caillouteuse, mais avec pas mal de limon dans laquelle nagent ces cailloux. Cette couche repose sur une bande plus claire qui appartient, elle, à l'éboulement. Donc ça montre que l'éboulement est arrivé jusque-là, et puis qu'il a été recouvert par soit du matériel glaciaire, soit du matériel alluvial. Alors vous voyez, dans cette coupe fraîche, on est toujours dans les collines en aval de Granges, on voit que la stratification originale de la roche a été conservée. Ça veut dire qu'on a affaire ici à un seul bloc. Or, à mon avis, c'est pas possible qu'un bloc soit transporté sur 15 km en conservant ses caractéristiques autrement que par un glacier. Tout au long de notre promenade géologique, on va retrouver des blocs de rochers autrefois noyés dans la masse de l'éboulement, puis peu à peu dégagés sous l'effet du ravinement. Ici, ceux-ci sont spectaculaires car ils semblent comme posés sur la colline. Alors dans ces collines, on trouve d'abondants fragments de calcaire qui proviennent donc de la région qui domine Salconen. Et ces calcaires, quand on les regarde de près, on voit qu'ils sont couverts de petites mouchetures. Ces mouchetures sont des fragments de coquilles qui ont été brisés par les vagues et qui sont accumulés sur la côte. Est-ce qu'on a une idée de la date où a pu se former cette roche? Alors cette roche est parfaitement datée, c'est du Crétacé. Et ça nous porte à environ 100 millions d'années. Les hommes se sont intéressés à ces collines déjà à l'âge de la préhistoire. C'est attesté par la découverte de tombes néolithiques. Mais c'est la période du Moyen-Âge qui nous a laissé le plus de traces. Imaginons cette plaine comme un grand marécage insalubre, parfois totalement inondé par le Rhône. Ces surélévations servaient donc de protection contre les inondations, mais aussi contre les ennemis. Ainsi, la colline de Granges est colonisée par le Vieux-Bourg et, sur sa zone la plus élevée, les restes d'un château du XIIe siècle qui fut le témoin des guerres opposant les comtes de Savoie à l'évêque de Sion. Il fut en partie détruit pendant les guerres de Rarogne et définitivement vers 1417. Ainsi, les propriétés des deux camps, celles des de la Tour puis des Tavelli, furent touchées à parts égales. Ceci n'empêcha pas le bourg de se développer, encaissant les péages pour le passage de la route. La position dominante des fortifications permettait une vue de 360 degrés sur la vallée et les coteaux. Au sud, des murs de 150 cm d'épaisseur épousent le bord de la colline. De l'entrée nord, du donjon et des corps d'habitation, il ne reste que des fondations. Remontons maintenant jusqu'au village de Chalais. Alors la coupe de la colline de Chalais montre deux choses intéressantes. Dans la partie haute, c'est du matériel de l'éboulement et on voit qu'il est fait d'un mélange de blocs de toute taille.
Ce matériel repose sur une couche qui est plus grise, qui est un petit peu stratifiée et qui ne contient pas de gros blocs. Cette couche est probablement de la moraine, ce qui montre que l'éboulement il est arrivé sur de la moraine. Ces gros blocs, en général, on les trouve en surface de l'éboulement. On les observe en surface de l'éboulement. Ici, on voit qu'ils sont pris dans la masse. Avec le temps, l'érosion a entraîné les parties les plus fines, elle a mis en relief, elle a conservé en surface des collines les gros blocs. Et puis les débris que l'érosion a entraînés ont servi à adoucir la forme des collines. Ils s'accumulent à leurs pieds et ça donne pour finir ce profil un peu rond. Cette moraine qui se trouve à la base de la colline a été observée déjà en 1935 par un nommé Nussbaum. Et il a remarqué que dedans il y avait un grand nombre de cailloux qui viennent aussi de la région qui domine Salkenon. Alors c'est peut-être la moraine qui est descendue avec l'éboulement ou bien qui était là quand l'éboulement est arrivé. Cette colline de Chalais est en fait un énorme bloc. Quand on la regarde de loin, on ne s'en aperçoit pas, mais quand on va la regarder de près, on voit que partout la stratification originelle des roches a été conservée. Alors ici aussi, dans ces collines de Chalais, on observe des blocs énormes dans lesquels la stratification est conservée. Les roches sont complètement réduites en petits morceaux, mais la stratification est conservée. Or ça, c'est une caractéristique extrêmement fragile et on a de la peine à imaginer le transport d'un bloc énorme autrement que par un transporteur délicat, et on voit guère que le glacier pour être capable de faire ce travail. La tour de Chalais eut un destin moins tourmenté que le château de Granges. En effet, cette châtellenie fut toujours rattachée plus ou moins au prince-évêque de Sion et n'eut donc pas à subir les guerres avec la Savoie. La construction date du XIIIe siècle. Il ne reste aujourd'hui qu'une partie de la tour carrée sur une colline largement effondrée. À la fin du XVIe siècle, cette châtellenie rejoignit le Disin de Sierre. La colline de Géronde, massive, coupe le regard sur la vallée du Rhône et impressionne par ses falaises de 85 mètres de haut. Alors ici, on est devant une coupe naturelle de la colline de Géronde. Alors toute la partie basse de la colline, elle est faite du matériel de l'éboulement, très trituré, il y a peu de gros blocs. Et les derniers 2 mètres sont faits d'un autre matériel plus clair, qui est justement ce matériel contestable. Ça pourrait être un dépôt fait par un glacier sorti du Val d'Anniviers, c'est une des hypothèses. Ça peut être du matériel qui a été déposé par le Rhône, c'est une deuxième hypothèse. Pour l'instant, on n'est pas très au clair sur l'origine de cette couverture. À la période de la Tène et sous les Gaulois, le site était déjà occupé. Au Moyen Âge, l'activité y était très intense, avec la présence d'un bourg, d'un château et d'un couvent. Entouré par les bras du Rhône, à l'abri des inondations, avec une vue assez dégagée pour surveiller la traversée du fleuve en amont, doté d'une vaste surface permettant d'accueillir une forte population, ce fut l'endroit rêvé pour installer les premiers habitants de Sierre. Au nord de la colline, à l'endroit le plus élevé, se situent les ruines d'un château médiéval qui, dès le XIe siècle, est seigneurie épiscopale administrée par des vidômes. Sur cette colline, il y eut aussi un important bourg dont il ne reste aucun témoignage. Ce lieu fortifié fut abandonné au début du XIIIe siècle au profit du Vieux-Sierre, une colline voisine entièrement acquise à l'évêque, à la différence de celle de Géronde, partiellement propriétaire des de la Tour, alliés de la Savoie. Au sud de la colline se trouve un couvent. Si l'endroit était déjà un lieu de culte au cours du premier millénaire, c'est depuis le XIIIe siècle que l'on voit défiler toute une série de communautés religieuses. Les Chartreux, les Carmes, les Jésuites, les Trappistes, les Dominicains et enfin les Bernardines depuis 1935. Entre deux, la maison a aussi été un institut pour sourds-muets. Les sœurs actuelles vivent en communauté fermée, tournées vers la contemplation, travaillant la vigne, fabriquant des hosties et des vêtements liturgiques. Il y a aussi des collines qui n'ont pas été colonisées par l'homme,
en particulier celles qui sont trop pentues au sud pour la viticulture. Elles demeurent simplement avec de l'herbe et des arbres, le plus souvent des chênes. Parfois, elles sont coiffées d'une croix. Imitant les seigneurs du Moyen Âge, les viticulteurs d'aujourd'hui ont fait construire sur les collines dévouées à la vigne des bâtisses ressemblant aux châteaux forts d'antan. Il faut dire qu'avec une exposition plein sud, ces parchets ont la même haute qualité que ceux de la rive droite du Rhône et la terre convient très bien à ces plans. Si l'on s'approche d'une colline en bordure de la route qui mène à Salkanen, on retrouve la même structure qu'ailleurs, mais étant donné que l'on se situe plus proche du départ de l'éboulement et à une altitude très légèrement supérieure, la couche morainique est plus mince et les blocs de pierre enchâssés dans le matériel de l'éboulement sont à la fois plus volumineux et plus nombreux. À l'ouest du lac de Géronde, nous avons deux collines, Planzet et Poncel. La colline de Planzet présente sa face abrupte, probablement fortement érodée par le Rhône, à l'époque où celui-ci circulait en ces lieux. Sur ce côté, on y accède par un chemin en escalier. Tout au contraire, le coteau nord descend en pente douce, semé de villas qui grignotent peu à peu le domaine viticole. Sur le replat se trouve la clinique Sainte-Claire, abritant aujourd'hui les services de gériatrie. Nous sommes ici probablement vers l'entrée du château de la famille des De Sierre ou d'Anniviers. Tout au sommet de cette colline, dans une zone d'accès privé, se trouvent quelques ruines d'un château seigneurial du XIIe siècle, ne révélant que quelques fondations bien épaisses dont la partie sud s'est effondrée avec la falaise. La colline de Poncel, appelée aussi Vieux-Sierre, se situe à l'ouest de celle de Planzet. Étant donné son altitude de 588 mètres, elle est bien visible des 4 points cardinaux. À la différence de sa voisine, sa face sud, également très érodée, comporte un matériel de l'éboulement avec de très gros blocs de rochers, dont certains pourraient chuter dans un avenir assez rapproché. Elle est couronnée par un mur crénelé, souvenir de la présence d'un château médiéval. Bien que fortement urbanisé, on y trouve encore quelques parchets de vignes. Arrivé au sommet, le promeneur est accueilli par un gardien à 4 pattes, aux aboiements peu courtois, nous signifiant qu'ici on ne passe pas. C'est dommage, car on ne peut pas non plus accéder aux ruines du château du Vieux-Sierre et de son bourg, résidence d'été des princes-évêques de Sion, après qu'ils eurent quitté la colline de Géronde. La seule vue actuelle est celle de Google Earth. Ce château eut son heure de gloire. Du début du XIIIe siècle jusqu'en 1352, date de son incendie par les patriotes des communes du Haut-Valais. Par la suite, une partie s'en retourna à Géronde, pendant que les autres commençaient à occuper le plan de Sierre. La tour de Goubin se situe au sud de la route cantonale, en direction de Brigue. Citée déjà en 1297, elle est aujourd'hui une propriété privée. L'édifice, érigé sur un pic rocheux, est composé d'un unique donjon, accolé à une tourelle carrée, hébergeant les escaliers qui desservent 3 étages sur rez. Ici, la vigne a conservé sa domination, puisqu'elle occupe la majorité de la colline. En dessous passent les voies CFF de la ligne du Simplon, avec un tunnel actuellement en pleine réfection. Que l'on cherche à s'approcher par l'est, le sud ou l'ouest, il est impossible de venir au pied de la tour. Altière, elle surveille un immense parcher de vignes. La seule voie d'accès à l'ouest est barrée par le signal « Défense d'entrée ». Après tous ces commentaires sur les collines de la région, il est temps de dire quelques mots sur le lac de Géronde, qui a probablement été, à un moment donné, le lieu de passage du Rhône, ou au moins de l'un de ses bras. Alors l'origine des collines pose un tas de problèmes, mais les dépressions qui
collines en posent tout autant. Celle du lac de Géronde est la plus typique. Le lac a une dizaine de mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'une fois, la vallée a été érodée au moins 10 mètres plus bas que le niveau actuel. Pourquoi est-ce qu'elle a été remblayée? C'est une chose qu'on pour l'instant on ignore dans le détail. Quand on était gamin, c'est-à-dire à peu près pendant la guerre, on venait toujours patiner sur le lac de Géronde. Mais la partie amont du lac, celle qui est en direction de Finges, ne gelait jamais. Parce que là, il y a de l'eau qui arrive, une source qui maintenait la température de l'eau au-dessus de 0 degré. Ce qui fait qu'il y avait un tas de petits drapeaux pour pas qu'on dépasse la ligne de rupture de la glace. Et c'était la seule, et c'est toujours la seule alimentation du lac de Géronde, ou bien il y a une communication par rapport aux nappes phréatiques? Alors le problème c'est de savoir, est-ce que l'un exclut l'autre? Il pourrait bien se faire que la source en question soit alimentée par la nappe. Ce chapitre est suffisamment complexe pour justifier, à titre de conclusion, un petit résumé. Pour commencer, les certitudes. Le matériel d'éboulement est du calcaire, comme le sont l'ensemble des collines qui s'étalent du bois de Finges jusqu'à Grosne. Autrement dit, il est certain que l'éboulement a généré l'ensemble de ces collines. Deuxièmement, la niche d'arrachement se trouve au-dessus de la Warneralp, c'est-à-dire au-dessus de Salkenen. Les géologues sont des scientifiques prudents. Ils savent très bien que lorsqu'ils émettent des hypothèses, celles-ci ne sont pas forcément définitives. Ainsi donc, si de nouvelles découvertes apparaissent, respectivement si de nouvelles techniques d'investigation apparaissent, ces dernières pourraient très bien balayer ces hypothèses. Ainsi donc, suite à la visite que nous avons faite sur les lieux, nous pouvons conclure que le matériel qui est à l'origine des collines de Grosne, Grange, éventuellement Chalais, n'a pas roulé simplement par la simple force de gravitation jusqu'à l'emplacement où il se trouve maintenant, mais qu'il y avait probablement un glacier qui était là avant l'éboulement et que c'est lui qui a transporté ce matériel tout en douceur, permettant ainsi de garder des blocs énormes, pouvant parfois constituer la totalité d'une colline, et aussi la stratification originale de ce matériel. D'autre part, au fait des collines qui se trouvent dans la forêt de Finges, ainsi que celles qui sont tout proches de Sierre, on a trouvé des sédiments lacustres, ce qui signifie qu'il y a très probablement eu un lac. Quant à son origine, deux hypothèses sont soulevées. La première, c'est que l'éboulement aurait fait un barrage au niveau de la vallée et ainsi retenu les eaux. Une hypothèse plus vraisemblable, car il semble que l'éboulement n'ait pas traversé complètement la vallée, c'est que le glacier d'Anniviers soit à ce moment-là ou plus tard descendu jusqu'en plaine et c'est lui qui aurait fait barrage au niveau de la vallée du Rhône. Enfin, ma dernière conclusion nous ramène à la période actuelle où les habitants de cette région ont conservé un très grand intérêt pour ces collines, soit en plantant de la vigne, soit en construisant des résidences individuelles afin de profiter du calme et de la vue de la région.